Donc, nous accueillons Pascal Ferrari, une habituée quand même. Hein, C'est ma deuxième participation. Ah, mais ça y est, ça te fait toi une habituée. Ça fait toi une habituée. Ça fait une habituée et ça va faire une fidèle, c'est sûr. Donc, Pascal Ferrari est infirmière clinicienne spécialisée au service de psychiatrie communautaire du CHUV donc en Suisse. Elle est maître d'enseignement à l'Institut et Haute École de la Santé La Source. Tout ça en Suisse. Et Pascal va nous parler de la participation des pairs dans les projets d'implantation. Voilà. Donc, Pascal, tu as 35 minutes, 40 minutes, mais je pense qu'il y aura des questions. Alors 35. Allez, et après, le café. Donc j'ai la dure tâche de vous tenir en haleine avant la caféine. J'espère que je vais y parvenir. Pour l'instant, l'ordinateur a surtout l'air d'avoir de la peine. Donc je vais commencer, je vais meubler. Non, je rigole. Donc Pascal Ferrari, je suis infirmière clinicienne spécialisée donc au service de psychiatrie communautaire du centre hospitalier universitaire vaudois à 40%. Et j'ai un 40% d'enseignement et de recherche dans la Haute École de Santé La Source, qui est une école de soins infirmiers, qui a la particularité d'être une fondation privée reconnue d'intérêt public. Notre thématique sur la participation des pairs dans la recherche, c'est une thématique qu'on a choisie ensemble avec mes collègues pairs, parce que j'en ai deux qui sont engagés comme assistantes de recherche dans mon programme de recherche. Mais à grand regret, je suis toute seule aujourd'hui. Donc c'est les autres changements dans le programme aussi, la flexibilité et l'adaptation de dernière minute. Vous comprendrez très vite pourquoi si je peux avoir les données. On a testé ce matin, tout fonctionnait. Hein, ah, voilà. Donc, notre sujet, c'était donc la participation des pairs dans les projets d'implantation et de recherche, la question de leur plus-value au service de l'amélioration de la qualité des soins. Alors le mais, c'est-à-dire que notre présentation, on voulait la centrer sur la réalité concrète, parler des obstacles qu'on rencontre au quotidien pour cette question-là et des leviers qui ont pu être trouvés. Et on est sans arrêt en train de jongler, de s'inventer, de se réinventer, jusqu'à, vous le verrez, le type de présentation d'aujourd'hui, parce qu'une des pairs, en fait, a filmé sa partie et elle sera intégrée dans la... Donc elle sera là un petit peu avec nous quand même. Je vais les présenter quand même. Donc Caroline Souter. Caroline est père praticienne en santé mentale depuis 2016, je crois. Je l'ai rencontrée en 2017 parce que dans le cadre... elle a été diplômée en 2017 et je l'ai rencontrée à ce moment-là dans le cadre du stage qu'elle devait faire dans le cadre de la formation. Peut-être je dois préciser, père praticien en santé mentale, donc PPSM, c'est la même chose que médiateur santé père ou père aidant au Québec, donc c'est des pères mais qui ont fait une formation pour travailler soit dans les soins, soit dans la formation, l'enseignement ou la recherche. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Caroline parce qu'elle faisait un stage au laboratoire d'enseignement et de recherche de l'école de la Source. Et à ce moment-là, je conduisais la première étude en lien avec mon programme de recherche sur le plan de crise conjoint. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier de cet outil, mais en 2 mots, le plan de crise conjoint, c'est une forme de déclaration anticipée spécifique à la psychiatrie qui nécessite un processus de décision partagée entre la personne concernée et un professionnel. Les proches peuvent être intégrés à la démarche s'ils le souhaitent. Et l'autre particularité, c'est qu'on va appliquer le plan de crise conjoint dès les premiers signes de crise et ne pas attendre la situation de perte de discernement. Donc, à ce moment-là, quand j'ai rencontré Caroline, j'étais dans une phase exploratoire de faire un état des lieux. Qu'est-ce qu'il en est du plan crise conjoint dans notre contexte, où est-ce qu'il y en a, combien il y en a, comment ça se pratique, etc. Et je l'ai prise avec moi pour faire les entretiens. On avait à ce moment-là tout un tas d'entretiens avec des personnes concernées. Et j'ai vite vu la plus-value, en fait. Les patients se livraient beaucoup plus, donnaient beaucoup plus d'informations. Et je me suis dit, il faut absolument qu'elle vienne travailler avec moi dans mon équipe de recherche. Donc la collaboration a commencé comme ça. J'ai pu obtenir un fonds et puis on a vraiment co-construit le programme ce projet de recherche d'implantation du début à la fin. Donc vraiment un partenariat dans le sens de l'engagement de Caroline. Tania Zambrano-Ovalet a rejoint le dispositif de recherche beaucoup plus récemment. Elle est diplômée père praticienne depuis 2021. Elle a rejoint le dispositif de recherche depuis 2023. Je suis allée chercher Tania parce que quand on implante le processus le plan crise conjoint, beaucoup de terrains, notamment du terrain d'addictologie, quand on allait auprès des équipes, auprès des personnes concernées, ne se reconnaissaient pas du tout, n'arrivaient pas à s'identifier au père qui avait un trouble psychiatrique.
Alors, l'addiction fait partie de la psychiatrie, enfin voilà, mais enfin, c'est quand même très sectorisé. Les services sont séparés et en plus, les patients font la séparation. Et donc, c'était assez difficile de les engager dans ce processus. Et Tania a la particularité d'avoir un parcours d'addiction. Elle a fait plus de 20 ans, pas à la rue, mais presque. Donc, elle a vécu vraiment la question de la précarité, de l'insalubrité sociale, financière, sanitaire, dans tous les sens du terme. Les deux sont en rétablissement depuis une dizaine d'années. Caroline a saisi l'opportunité de faire la formation de père pour se rétablir. Et Tania a commencé à se rétablir par la participation des groupes de pairs, des alcooliques anonymes et les narcotiques anonymes. Ensuite, elle a travaillé comme bénévole dans la Maraude, c'est une association qui va dans la rue donner du café, etc. Et elle est arrivée ensuite à la formation de père aidant. J'en dirai un peu plus tout à l'heure. Alors peut-être quelques aspects contextuels, puisque la réalité des pères est quand même un peu différente d'un pays à l'autre. Donc au niveau national, on a des recommandations pour engager les pères sur le terrain, quel que soit le type d'activité. Mais la réalité suisse, la réalité suisse, c'est qu'on a 26 cantons, on a 26 systèmes de santé. Et que la pérédance est beaucoup plus développée en Suisse alémanique, donc c'est la partie jaune. Et évidemment, c'est dans une autre langue, donc c'est totalement séparé dans la manière de fonctionner. Donc nous, on est en Suisse romande, donc c'est la partie verte, qui comprend 6 ou 7 cantons selon comment on les compte, dont quand même 2, voire 3 qui sont bilingues en plus. Donc ça complique un peu les choses. Et quelle est la réalité de la Suisse romande ? On est actuellement à la 5e volée, actuellement c'est la 6e volée qui est en cours de formation. Il y a 77 pairs diplômés. Caroline a fait un état des lieux fin de l'année passée pour mettre en évidence, parmi ces 77, combien de personnes sont engagées. Et vous voyez qu'il y a peu de lignes, peu de pairs sont engagés concrètement, avec des taux donc fixes, mais même quand ils sont engagés avec des taux fixes, la plupart de ces engagements sont limités dans le temps, ou liés à des financements précaires ou limités dans le temps, donc c'est pas tout simple. Vous voyez très vite aussi que les pourcentages sont très petits, là, pour la plupart du temps, parce que la réalité, c'est qu'un bon nombre d'entre eux sont à l'AI, donc à l'assurance invalidité, et qu'ils ont le droit de gagner seulement tant par année, parce que s'ils dépassent ça, ils vont perdre le droit à l'assurance invalidité. Avec vraiment une difficulté à remobiliser la démarche, etc. Donc il y a tout un tas d'implications aussi administratives, financières. Et puis, une deuxième chose à quoi je voulais vous rendre attentif, c'est que parmi ces différents terrains, il n'y en a que 3 qui sont des terrains étatiques de pouvoir public. Et alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, il y a pour pouvoir être engagé, il faut qu'il y ait un cahier des charges, mais la profession n'est pas reconnue à l'heure actuelle. Pour qu'il y ait un cahier des charges, il faut qu'il y ait un cahier des charges pour qu'il y ait une grille salariale. Et s'il n'y a pas ça, en fait, on peut pas engager les gens. Donc, en fait, on a des obstacles déjà dans le système de l'organisation. Donc, la plupart des pairs sont engagés dans différents terrains qui sont la plupart des fondations privées d'intérêt public et qui ont une souplesse un peu plus grande, en fait, pour les engager. Une autre particularité, c'est que ces petits pourcentages, en fait, ce ne sont pas que des personnes différentes. Ils sont plusieurs à cumuler ces petits pourcentages. Et c'est la réalité de mes 2 collègues que j'ai comme assistantes de recherche. Elles cumulent plusieurs pourcentages et plusieurs activités. Donc ça complexifie les agendas. Donc au moment où on a proposé notre intervention, tout était OK. Et puis la réalité, c'est qu'il y a collusion d'agenda. Tania, elle enseigne aujourd'hui. Et puis Caroline, elle vient de commencer une nouvelle activité où elle vient d'obtenir un poste à durée indéterminée à 50%, donc c'est vraiment la gloire. Et elle est en phase d'adaptation, et du coup, ça lui faisait trop de rajouter encore un déplacement, venir, etc. Mais vous verrez que, comme je vous l'ai dit, Tania, on a quand même préparé tout ça ensemble, et puis Tania s'est filmée. Comme on est dans une rencontre de recherche en soins, juste vous dire 2 mots au niveau suisse, on a un cadre national qui a été mis sur pied par tout un tas d'infirmiers savants de notre pays, qui a identifié des priorités pour la recherche en soins infirmiers. Il y a beaucoup de jolis termes comme patient au centre, comme promotion de la prévention, comme self-management, etc. Il n'y a nulle part la question de la participation des personnes concernées. Quand même, au niveau national, on a des recommandations pour la recherche clinique.
dans le fait qu'avec des recommandations très fortes pour engager des patients ou des citoyens dans la recherche clinique, c'est même plus qu'une recommandation dans le sens que la plupart des fonds de recherche exigent maintenant en fait d'avoir dans l'équipe de recherche un pair. La participation peut être très différente et à des temps très différents finalement d'un processus de recherche. Et ça dit rien encore quel est le niveau de participation. Quand je parle de niveau de participation, je fais référence au modèle de Montréal qui parle du continuum de l'engagement des patients dans différents domaines. Alors j'ai retenu ici, vu de la présentation, que la question de la participation dans la recherche. Et puis vous voyez que ça peut aller de l'information, on informe les patients sur ce qu'on va faire, passant par la consultation, c'est qu'on va les consulter pour des thématiques de recherche ou les consulter de façon ponctuelle dans le processus pour est-ce que c'est correct ou pas, est-ce qu'on devrait changer d'angle, etc. On peut collaborer avec eux, c'est-à-dire qu'on les implique vraiment dans une étape de la recherche, ou alors on peut être dans un partenariat réel, c'est-à-dire qu'on est depuis la conception jusqu'au déploiement vraiment avec l'implication des pairs. Et les deux projets que je vais présenter, à partir duquel on a discuté de ces obstacles et de ces leviers, je vous montrerai à chaque fois où on était en fait dans ce moment-là. Le modèle de Montréal met aussi en évidence les facteurs qui influencent justement le type d'engagement, mais aussi tout un tas de potentiels obstacles et leviers. C'est donc de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, pour juste un petit peu situer les projets à partir desquels les pairs vont parler de leurs obstacles et des leviers qu'ils ont trouvés. Donc, je vous le disais, on a débuté avec une étude exploratoire dans laquelle Caroline a commencé. Ensuite, on a eu ce projet d'implantation avec une recherche d'implantation, mais aussi des soumissions de travaux à des infirmiers en master pour avoir vraiment des données de recherche sur la mesure des réadmissions précoces, sur la mesure des réadmissions sous contrainte, etc., avec des très bons résultats. Jusque-là, le plan de crise conjoint était connu essentiellement, et il est validé dans la littérature, que chez la personne âgée. Depuis maintenant presque 2 ans, on fait des expériences pilotes auprès des personnes âgées, donc âgées de plus de 65 ans, parce que le système, il est, en tout cas chez nous, c'est cloisonné comme ça, et chez les adolescents de 13 à 18 ans. Et c'est dans cette partie-là que Tania s'inscrit, et je reviendrai à ses particularités par rapport à son inscription dans cette partie de projet. Mais donc, elle a pris en route un projet qui était déjà bien ficelé, donc sur la méthode, etc. Par contre, elle nous a vraiment aidé à totalement développer un nouveau projet de recherche avec les adolescents. Donc, juste pour vous dire, c'est qu'on continue cette question d'implantation. Donc, dans le canton de Genève, on a pu obtenir un budget. On est en train d'implanter le plan crise conjoint. Dans le canton du Valais, on a déposé la demande du budget lundi. Et puis, dans les autres cantons, on fait du démarchage pour aller chercher le soutien des acteurs de terrain, aller ensemble négocier des financements auprès des autorités sanitaires. Donc, Caroline, avec les années, au début, elle était dans l'accompagnement opérationnel aussi de l'implantation du plan crise conjoint, au contact des équipes, au contact des patients. Actuellement, elle est plus elle a acquis une telle expérience qu'elle a développé une expérience vraiment dans la méthode de recherche d'implantation. Et elle met vraiment dans la question du démarchage. Donc, on va démarcher vers les autorités sanitaires, les directions, etc. Et c'est Tania qui a pris le relais plus opérationnel, mais en particulier, auprès des adolescents. Donc, par rapport à la posture de Caroline, on est vraiment dans une posture de partenariat dans ce projet-là, dans le sens qu'on l'a conçu et déployé depuis le début ensemble. Donc, Tania, depuis bientôt 2 ans, travaille sur la question de l'implantation du plan crise conjoint auprès des adolescents. Il se déroule au service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV. Et donc, notre modèle d'implantation qu'on a retenu pour l'entier du projet, c'est le modèle du iParish, c'est un modèle d'implantation. Et ensemble, on a travaillé avec les équipes des différentes unités de ce service pour identifier les obstacles et les leviers à l'implantation de cet outil-là. Et évidemment, à l'implantation, quand on parle d'implantation, ça implique la responsabilité des professionnels de faire changer les choses, ça implique les patients aussi d'accepter ou d'entrer dans la démarche, et ça implique également leurs proches. Alors pourquoi Tania était pour moi particulièrement légitime, où c'était vraiment un levier majeur pour l'implantation dans ce domaine-là, c'est que Tania, en plus d'avoir, elle, un parcours de plus de 20 ans dans les addictions, elle a un fils qui, dès l'âge de 10-11 ans, a commencé à avoir des problèmes de consommation.
des problèmes de comportement, a été suivi, a été placé dans des institutions par le service de la jeunesse, a été également dans un centre de détention pour des problématiques judiciaires. Donc elle a vécu aussi en tant que proche, en tant que mère, alors qu'elle-même était dans une problématique d'addiction, comment je peux accompagner mon enfant qui a aussi été pour elle un levier de son rétablissement alors que lui-même va mal. Donc elle a l'expérience de père, elle, de la maladie, elle a l'expérience du proche aidant d'un enfant, et en plus, comme elle a suivi tout le parcours de son enfant, qui aujourd'hui va tout à fait bien en plus, elle était vraiment tout ce qu'il y a de plus légitime pour intervenir en fait comme père dans ce processus et être un levier majeur. Et c'est en tout cas, et je pense clairement ça a marché parce que, en tout cas dans notre contexte, à ma connaissance, il n'y a aucun père adolescent. Je sais qu'il y a des expériences au Québec, mais je suis pas sûre qu'il y en ait en France. Enfin, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, c'est encore un autre champ, un autre domaine à explorer qui est pas tout simple. Donc, dans ce processus d'accompagnement d'implantation, Tania, elle était dans une forme d'engagement de type collaboration. On avait déjà posé des choses, organisé des choses, et elle a collaboré à tout ça. Par contre, implanter le plan crise conjoint auprès des ados, il y a vraiment beaucoup de défis. Le premier, c'est quoi une crise, hein? Il y a la crise adolescent, qui est entre guillemets normale, et puis la crise psychique, elle est où? On met où le curseur, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? L'anticipation avec des ados qui vivent au jour le jour, c'est pas franchement leur priorité. Engager un ado dans un processus partenarial, alors ils revendiquent totalement qu'on entende leur voix, qu'ils puissent participer, etc. Mais quand la décision, le processus partenarial, il a des adultes contre qui ils se rebellent parce que justement c'est des adultes, c'est un peu compliqué d'être dans cette posture-là. Comme ils sont mineurs, ça pose toute la question de la place et du rôle des parents dans la démarche de l'élaboration du plan de crise conjoint et de son application, ou des représentants légaux. Et puis selon son âge, il y a des questions de capacité de discernement qui se posent, étant donné que c'est un outil qui nécessite la prise de décision partagée, la question du discernement va jouer un rôle aussi extrêmement important. Donc c'est déjà une réalité, ça fait 2 ans que l'équipe universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent travaille avec le plan de crise conjoint, mais tout de suite les ados, ils ont dit, donc l'outil qu'on utilise en psychiatrie adulte, ils ont dit, ah mais c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout attrayant, il y a des thèmes qu'on comprend pas, ça va pas. Donc en fait, ils sont très créatifs, ils ont fait tout plein de dessins, il y a plein de supports qui existent. Le problème, c'est qu'il y en a plein en parallèle, et que déjà, quand on a un plan de crise conjoint, on a de la peine à mettre la main dessus pour l'appliquer au moment de crise. Donc si en plus, il y en a tout plein en parallèle différents, ça va être encore plus compliqué, donc on se tire une balle dans le pied. Donc on a été regarder dans les littératures ce qui existait par rapport à alors adolescence et plan de crise conjoint, il n'y a rien du tout. Adolescence et directive anti-sévo en psychiatrie, il y a quelques articles qui touchent la question de la dépression et du suicide, et on a été regarder ce qui existait autour des directives anticipées en somatique. Donc on a quelques recommandations, mais c'est aussi assez pauvre. Donc en gros, tout est à faire. Et les recommandations, c'est de dire qu'il faut faire une recherche participative avec les ados. Donc là, Tania a vraiment eu un rôle de partenaire, c'est-à-dire que dès le début, nous avons conçu ce processus de recherche, donc concrètement pour lequel on a obtenu un financement particulier. Donc c'est un devis mixte, une enquête CAP, donc une enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques du plan de crise conjoint qui va se dérouler en ligne. Et là, c'est vraiment Tania qui a d'abord travaillé au questionnaire. Qu'est-ce qui est important qui aurait été important pour ton enfant? Qu'est-ce qui est important pour les proches? Et après, on a ajusté les choses pour les questionnaires des professionnels, dans l'idée de pouvoir comparer ensuite les réponses des 3 publics. Ces questionnaires sont en phase de finalisation. Ensuite, on a un processus qualitatif avec des ateliers participés avec des adolescents où on va recueillir tout un tas d'informations concernant le rétablissement, les représentations sentimentales, anticipation, crise, etc. Je ne vais pas tout vous détailler, avec des méthodes très spécifiques, justement pour pas risquer d'engager ou d'exposer trop les adolescents en groupe. Et puis tout ça va permettre en fait, il y a encore les analyses de ces ateliers vont être soumises à des focus group de professionnels et de proches pour voir est-ce qu'ils se reconnaissent là-dedans, est-ce que ça leur peut être faisable, etc. On va présenter tout ça dans un des mardis du SUPA, qui a un système de conférence qui est aussi en bimodal, donc qui touche d'emblée beaucoup de professionnels en canton, avec les adolescents. Faire un test de 6 mois avec le nouvel outil et les recommandations, ajuster les choses après un questionnaire de satisfaction pour ensuite déployer large le plan crise conjoint dans ce domaine-là. L'autre projet sur lequel on va parler, qui a impliqué Caroline, c'est qu'elle a participé à une recherche-action participative au sein de l'hôpital de jour du service de psychiatrie communautaire.
En fait, pendant Covid, comme beaucoup d'autres lieux, l'hôpital de jour a dû fermer ses portes parce que ses activités étaient jugées non essentielles. Donc, équipe en crise complète, qu'est-ce que ça veut dire en fait? On ne sert à rien, ça pourquoi? Enfin voilà. Et l'équipe dit mais il y a un truc qu'on doit garder, c'est la question du rétablissement et la question d'accessibilité aux soins pour tous. Et c'était le fil rouge. Et on s'est dit, OK, on n'a pas, à ressources constantes, on n'y arrive pas. On propose un travail, un sujet de master en sciences infirmières que j'ai encadré. Et donc, une étudiante a choisi ce travail-là. Et là, la revue littérature a permis de tomber sur la méthode de recherche-action de l'Observatoire du rétablissement de nos collègues lyonnais. Je ne sais pas s'ils sont là, mais enfin voilà. Concrètement, pour faire vite, pour faire court, donc là, Caroline, elle a vraiment été aussi partenaire depuis la conception du projet jusqu'à son déploiement. C'est-à-dire qu'il y a eu des interventions où elle a témoigné de son parcours de rétablissement, elle a accompagné les personnes concernées qui souhaitaient participer, parce que l'idée, c'est d'évaluer le degré d'implantation du rétablissement dans les pratiques. Et c'est les soignants qui évaluent, c'est les patients et c'est les proches. Et donc, il fallait aussi avoir un espace où les patients pouvaient se sentir libres de répondre. S'ils avaient besoin d'aide, il ne fallait pas évidemment que ce soit un soignant qu'ils allaient évaluer. Enfin, vous voyez les biais possibles. Donc, elle a joué un rôle vraiment majeur là-dedans. Aussi pour mobiliser les patients à venir participer à ces différents espaces qu'on a toujours fait ensemble, patients et proches et professionnels. Ensuite, on a restitué les résultats de cette évaluation et puis discuté de processus d'amélioration. Ces processus d'amélioration ont donné lieu à un projet d'implantation pour lequel on lui a donné des heures aussi de mandat d'expertise. Parce que au CHUV, vous l'avez compris, je ne peux pas engager un père praticien à l'heure actuelle. Donc on a travaillé avec le mandat d'expertise. Un mandat d'expertise, ça veut dire un certain montant sur l'année qu'on ne peut pas dépasser, sans quoi c'est déclaré à l'assurance vieillesse survivant. Et puis ça va être déclaré à l'AI et à l'assurance invalidité. Et du coup, ça tourne en rond. Vous voyez bien que donc c'est très limité dans le temps. Donc il y a tout plein de besoins, puis en fait on va devoir choisir en plus quand est-ce qu'elle peut intervenir ou pas, à combien, et voyez toutes les conséquences administratives que ça implique également. Donc pour arriver à la question des obstacles et des leviers, les deux pairs ont choisi elles-mêmes en fait quelle thématique centrale elles voulaient présenter, et puis elles ont choisi des photos qui permettaient d'illustrer en fait ces thématiques. Je vais vous montrer ces photos, et puis Tania va ensuite en parler. Donc la première chose, c'est d'avoir des ambitions démesurées par rapport au fait qu'elles sont engagées comme assistantes de recherche. Parce que vous l'aurez bien compris, elles n'ont pas du tout un cahier des charges typique standard d'assistante de recherche, elles n'ont pas de parcours académique, elles n'ont pas de formation là-dedans. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Est-ce que je me lance là-dedans ou pas? Est-ce que je suis légitime ou pas? Enfin, il y a vraiment toutes ces questions qui se posent, tout en sachant que pour moi, c'est pareil, j'ai pas une formation à la recherche participative, donc en fait, j'apprends sur le tas et on bricole. Pour la question du mandat d'expertise, Caroline disait mais je suis pas experte dans la recherche participative, je suis pas experte dans l'observatoire du rétablissement, est-ce que je peux venir, est-ce que ça va être possible? Donc vous voyez que c'est pas si simple en fait. Ce qu'on a trouvé nous comme solution pour avoir quand même des pairs dans la recherche, en fait ça devient des obstacles aussi. Un deuxième obstacle, c'est la question du tsunami administratif. Je vous en ai déjà donné quelques exemples. Et puis de la question de la précarité des postes. Donc je vous ai dit, c'est des postes à petit pourcentage, à durée déterminée, qui en plus dépendent des fonds que je peux obtenir. Mais ce que j'ai appris, alors j'aurais peut-être dû le savoir, mais je ne le savais pas, fin de l'année passée, en novembre, les ressources humaines de l'école me disent on va mettre fin au contrat de Caroline parce que légalement on ne peut plus le renouveler. Ah. Donc en plus il y a ça, je dis mais j'ai l'argent en fait, on s'en fout, légalement j'en peux pas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, alors l'école est très active pour essayer vraiment d'engager les pairs dans la formation et dans la recherche. On a essayé de trouver des solutions ensemble, et ce qu'on a trouvé, c'est de lui changer de statut, donc elle est dorénavant collaboratrice scientifique. Mais changement de statut veut dire changement de grille salariale. Et du coup, les heures qu'elle a sont budgétées beaucoup plus élevées que les heures qu'elle avait avant. Donc moi, j'ai un budget pour la recherche pour les pairs, mais en fait, ça va impacter et gréver les heures que je vais pouvoir avoir avec elle. Il y a eu des changements de statut en cours de route. Alors ça, c'est un exemple, mais par exemple, Tania, donc elle a d'abord été engagée comme assistante de recherche, et en fait, on a pu l'engager comme chargée de cours. Donc c'est super en termes d'assises, aussi dans l'enseignement, etc. Là aussi, ça a un impact sur le budget parce que ce n'est pas les mêmes tarifs.
même si son salaire à elle ne change pas beaucoup dans les faits, en fait, ça a un impact quand même extrêmement important sur les montants qu'on a disponibles. Et puis surtout, elle est passée chargée de cours, donc les ressources humaines l'ont rencontrée, puis lui ont dit maintenant il va falloir faire de l'enseignement, et que de l'enseignement. J'ai dit non, mais ça va pas être possible en fait. Si elle est là, c'est parce qu'elle a commencé la recherche. Donc j'ai dû négocier et batailler dur pour garder un 10% de recherche. Mais là, la difficulté encore supplémentaire de ça, c'est que un 10% de recherche, c'est déjà pas simple, mais le fonds qu'on a obtenu pour les adolescents, donc on a attendu 6 mois pour avoir la réponse, ça devait être 3, mais si les terrains sont décimés, qu'il y a beaucoup de tournus du personnel dans les autorités sanitaires, en tout cas nous c'est pareil, donc ça reporte tout le temps. Et donc ensuite, on doit avoir une convention financière et recevoir l'argent, mais on y a eu 6 mois supplémentaires, tellement il y a des changements de poste en fait au sein des autorités. Et du coup, avec ça, le temps avance. Et puis en fait, moi, je ne vais plus avoir j'aurai le moyen de la payer pour cette étude-là, mais c'est beaucoup moins qu'un 10% le temps de cette étude sur l'année. Donc en fait, je dois trouver d'autres solutions et d'autres financements pour tout un tas de son activité et renégocier que son 10% recherche continue. Et puis ça, c'est le cas de Caroline qui est partiellement à l'AI, donc à l'assurance invalidité, parce que ce que je vous disais, avoir un suivi étroit des heures, avec ces histoires aussi de mandat d'expertise, avec des financements annuels limités et les obstacles au sein des structures de l'État. Un autre obstacle, c'est la perception du père par les équipes ou les usagers, avec une espèce d'impression d'un fast test ou d'un bizutage quand on arrive, on nous attend un peu au contour. Est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on va avoir confiance en eux? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Par exemple, Caroline, dans le processus où elle a témoigné face aux patients et aux professionnels à l'hôpital de jour pour parler rétablissement, pour redonner l'espoir, pour donner sens à cette évaluation qu'on leur demandait de faire, elle a parlé de ses idées suicidaires et de tous les épisodes par lesquels elle est passée. Et les soignants étaient dans un état catastrophé. Mais tu te rends compte, on ne peut pas laisser repartir maintenant les gens, ils sont tous mal, on a parlé suicide sans arrêt. Je dis non mais les gars, les patients ils parlent de ça au quotidien en fait, c'est leur réalité. Mais c'est une équipe qui avait déjà accueilli un père pendant 6 mois, donc vous voyez, donc c'est sans fin en fait où il faut sensibiliser l'équipe, faire attention. Mais aussi à un moment donné, on a dit voilà les patients, si vous êtes intéressés à participer à l'étude, vous pouvez aller dans telle salle et puis Caroline sera là pour répondre à vos questions. On ne peut pas la laisser toute seule quand même, comment elle va gérer? Voilà. Des endroits où aucun crédit à sa parole, on n'écoute pas ce qu'elle dit, on la regarde même pas, on s'adresse toujours que à moi. Et puis aussi, ce qui dérange, c'est celui qui dérange, qui vient confronter les pratiques. Donc maintenant, Caroline a une certaine bouteille par rapport à ça, mais quand on va rencontrer les directions et les autorités sanitaires pour relever des fonds pour le projet du plan crise conjoint, ou même les professionnels qui nous disent « Ah mais on n'a pas le temps en fait », elle les regarde et elle dit « En fait, je ne sais pas à quoi vous passez votre temps, mais nos préoccupations, c'est celle-ci en fait. » Donc peut-être ça serait bien de prendre du temps pour nos préoccupations. Voilà, mais après il faut ménager, et garder les terrains motivés. Et puis comme je vous le disais, la difficulté d'identification par les personnes concernées selon le profil du père. Le père seul de son espèce, être le seul représentant des usagers, souvent face à des équipes entières de soignants, très souvent de cadres, interprofessionnels, voire des directions. Des réactions, c'est « Ah, ce père, il est incroyable, mais mes patients, ils vont bien plus mal. En tout cas, eux, ils ne peuvent pas se rétablir. Ils n'ont pas de capacité d'insight comme elle. Elle n'est pas vraiment malade. Il faut se poser la question, est-ce que vraiment... » Ou alors les soignants qui disent « Du coup, mes patients, comme ils vont tellement plus mal, on ne va même pas leur parler du PCC ou de rétablissement, parce qu'ils n'en sont pas là. » Alors, ils n'ont rien compris, mais c'est comme ça. Ou alors, au contraire, « Ah, mais elle est incroyable, c'est super. J'entends enfin parler de témoignages de rétablissement et ça redonne de l'espoir. Donc, c'est possible de se rétablir. » Donc, je vais donner la parole à Tania. J'espère que la technique marche parce que j'ai besoin de... Alors, comme je vous le disais dans la présentation, ce qu'on souhaitait avec Pascal, c'était de vous partager ce que j'avais ressenti comme étant des obstacles, des leviers et la plus-value à mon intégration au sein d'une équipe de recherche. Donc le premier obstacle, c'est avoir peut-être le sentiment de porter un costume trop grand. C'est vrai que très rapidement, j'ai eu la conscience finalement de la chance que j'avais au regard aussi d'autres pères praticiens ou d'autres pères aidants d'avoir un job auprès d'une équipe de recherche et puis un autre job encore, puisqu'il était question de 2 emplois en même temps.
quand eux, finalement, ils n'ont pas tous la chance de trouver ou de décrocher un emploi. Et puis aussi, au regard des équipes de recherche, tout d'un coup, j'ai pu peut-être me sentir un petit peu en train d'essayer de remonter les manches ou recoudre en cachette des ourlets dans costume trop gros. À ça, le levier, en fait, que j'ai, je crois, mobilisé, c'est le processus même de rétablissement. Tout d'un coup, je suis légitime de mon expérience et de ce que je n'ai tiré comme enseignement, ressources, outils, savoir expérientiel, et ainsi de suite. Et que donc, finalement, ma place, au regard de ce que j'ai pu vivre, ce qu'on a pu vivre, mon enfant et moi, pendant un certain nombre d'années, une expérience en lien à la souffrance de mon enfant, en lien à la mienne de souffrance, et ainsi de suite, oui, je suis légitime finalement. Et puis en plus de ça, il se trouve que c'est une recherche qui concerne les adolescents en outil de rétablissement, leur rétablissement. Donc, je crois que ça a été ça le levier, c'est de me dire, finalement, dans ce processus de rétablissement, j'ai appris aussi à donner de la juste valeur à ce qui mobilise, ce qui m'a mobilisée pour aller mieux, pour devenir moi-même quelqu'un qui peut redonner du sens, revivre, avoir un rôle à jouer, de l'utilité dans un contexte. Pour ce qui me concerne, c'était la recherche. Donc ça, c'était pour le premier obstacle. Le deuxième, c'est avoir peut-être le sentiment d'être submergé par des démarches administratives. Moi, je dirais peut-être pas des démarches administratives aujourd'hui, parce que je me rends compte à quel point Pascal assume beaucoup et puis gère parfaitement bien toute cette partie-là, donc elle ne me tombe pas trop dessus. Par contre, c'est vrai que j'ai intégré l'équipe de recherche en janvier-février 2023, et j'avais à ce moment-là, en deuxième travail, 3 jours par semaine, je travaillais dans une institution. Comme je vous le disais, c'est un lieu de vie, un établissement psychosocial où je travaille comme père praticienne. C'est un travail qui est extrêmement exigeant. J'ai le sentiment d'avoir été confrontée à plusieurs reprises à l'essence du concentré même de la souffrance psychique, et donc très exigeant à plein niveau. Et à côté de ça, j'ai mon travail en tant qu'assistant de recherche avec des ressources, des outils qui sont les miens. Donc par moments, j'ai peut-être été submergée par ces deux réalités qui se côtoient, et où il n'était pas toujours simple aussi de gérer les agendas, la planification en amont, des rencontres avec les équipes et ainsi de suite. Mais pour ça aussi, Pascal a pu vraiment m'aider. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme levier pour faire face à ça, à ce ressenti un petit peu d'être submergé? C'est vraiment prendre conscience aussi encore une fois, de la chance que j'ai de pouvoir évoluer dans deux contextes si différents, en tirer mon profit et continuer à redonner du sens et pouvoir m'appuyer, faire levier sur l'expérience de la maladie, de la souffrance psychique, de l'addiction, de ce que ça a généré chez mon enfant, et finalement l'intégrer ça devient un cercle vertueux. Donc ça a été le levier, et puis c'est un levier que je identifie encore une fois dans ce processus de rétablissement qui est le mien. Le troisième obstacle, c'est peut-être comment est-ce que je suis perçue par les équipes avec lesquelles je collabore. C'est vrai que tout d'un coup, j'ai pu me sentir illégitime, me dire que voilà, eux, ils détiennent des savoirs académiques, moi pas. Mais là aussi, Pascal, elle a été un levier énorme, parce qu'elle arrive toujours à valoriser finalement des ressources, des compétences, son chemin, et puis que je pense qu'à fur et à mesure du temps qui passe, elle me connaît assez bien, donc elle arrive toujours à me redonner une place et à revaloriser tout ce que je peux apporter. Et puis je dirais que le levier aussi, c'est
voilà, tout ce que les équipes peuvent m'apporter à moi en tant que père praticienne, des ressources de réflexion, d'analyse, et puis qui viennent encore une fois enrichir davantage mon chemin d'un rétablissement. Donc voilà, obstacle et levier. Alors comme je vous non. Un autre obstacle qui a été identifié, mais qui est plutôt de l'ordre du risque, non pardon, j'ai zappé, c'est le gap par rapport aux compétences de recherche, comme vous l'avez déjà entendu, le fait de se sentir potentiellement illégitime par rapport à cette question-là. Alors c'est valable pour les pairs, et comme je vous le disais, c'est aussi valable pour moi, parce qu'en fait je ne suis pas formée à la recherche participative, donc voilà, j'ai lu des choses, j'apprends beaucoup sur le tas. La question de l'autostigmatisation qui joue un rôle là-dedans également. Donc là, un deuxième petit témoignage de Tania. Si tu peux avancer à 30 secondes, comme ça on fait plus court. Le dernier obstacle, c'est le sentiment de manquer de compétences nécessaires quand on n'a pas de bagage académique. Là, j'ai l'impression que j'ai déjà évoqué les leviers que j'ai mis en mouvement. C'est cette idée de toujours me rattacher à mon expérience de la souffrance psychique, de la dépendance, de l'addiction, et de comment finalement j'ai réussi à élaborer quelque chose qui fait que tout d'un coup je me rétablis. Je peux traduire ça auprès des équipes qui détiennent un bagage académique, et je crois que la plupart des personnes avec qui auprès de qui j'ai partagé mon expérience ont vu à quel point ça avait du sens de faire perdurer cette collaboration, parce que l'apport que j'amène, c'est celui de la pratique finalement, de l'expérience en vrai, de qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui vit la souffrance psychique en lien à la dépendance de sa mère, mais qui est aussi dans des conduites à risque, et puis la valeur que ça peut avoir dans l'élaboration d'un outil de rétablissement comme le plan de crise conjoint à hauteur des adolescents. Donc je crois que ça n'a pas été aussi difficile que ça de retrouver du sens et de continuer à avoir le verre à moitié rempli. Voilà. Ensuite, elle vous remercie et puis elle espère que vous appréciez ces vidéos de Sarah. Donc je coupe parce qu'on me fait signe que je dois y aller. Voilà. Un dernier levier, c'était de se dire, vous avez bien compris, c'est pas un cahier des charges standard d'assistant de recherche, mais le risque, si on fait un cahier des charges standardisé pour les pairs dans la recherche, c'est qu'ils perdent leur identité aussi, parce qu'ils se formatent en fait à ce qui est attendu de la recherche avec le modèle de recherche plutôt biomédical, etc. Et donc l'importance de tomber ce masque de rôle attendu pour garder celui de père praticien. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Voilà, ça j'ai déjà dit. Donc les plus-values, on arrive à la conclusion. Une meilleure compréhension et un meilleur engagement des populations cibles dans les projets de recherche et d'implantation. C'est valable autant pour les professionnels que pour les usagers et les proches. D'intégrer les pairs, ça permet d'avoir des résultats de qualité au plus proche de la réalité des uns et des autres. Donc répondre vraiment aux préoccupations des personnes concernées. C'est vraiment une richesse parce qu'on enrichit ses perspectives et ses regards sur les problématiques partagées ou approfondies. Et surtout, pendant longtemps, je pense qu'on essayait toujours quand même encore de convaincre les gens que c'est nous qui avions raison. Et ce qui a fondamentalement changé, c'est de dire, en fait, il y a la coexistence possible de réalités, de perceptions diverses. Et on doit faire avec ça. Et c'est important de laisser la place de différentes perceptions, différents vécus, de décloisonner et de construire des ponts et d'en tenir compte systématiquement. Pour nous, c'était aussi important d'être fidèle au modèle du rétablissement, puisqu'on est dans des outils ou des projets d'implantation en lien avec le rétablissement qui permettent le rétablissement, et d'avoir un dispositif qui soit fidèle ou en miroir finalement aux valeurs et aux principes du rétablissement. Alors bien sûr, la présence des pairs même, c'est des ambassadeurs de l'espoir, alors ça sans aucun doute. Le fait qu'ils participent, qu'ils prennent des décisions, qu'on change des projets de recherche en cours de route, etc., permettent vraiment en fait de mettre en œuvre toutes ces questions-là. Une claire reconnaissance de la complémentarité des expertises. Alors si c'est une évidence pour nous,
Du coup, c'est quelque chose en fait qui peut émerger dans les équipes soignantes de façon un peu plus facile et qui deviennent peut-être plus du quotidien. On a entendu parler de prise de risque ce matin. On est sans arrêt en train de faire des pas de côté, de prendre des risques, d'ajuster, mais on va prendre des risques et des responsabilités de façon solidaire. La même chose dans le cadre de la décision partagée. Ça a clairement été, je pense, un accès facilité au financement puisque c'est des exigences au niveau national. Une meilleure connaissance ou une reconnaissance du rôle. Il y a des endroits qui n'avaient jamais entendu parler des pairs praticiens sur le terrain, donc ça permet aussi de valoriser leur activité, mais surtout aussi de valoriser l'importance de centrer les soins et la recherche sur l'expérience subjective des patients et les outcomes patients. Et puis, vous l'avez entendu, c'est aussi quelque chose qui contribue même au rétablissement des pairs. L'année passée, j'avais dû présenter mon parcours de chercheuse en soins. J'avais terminé sur cette image en disant c'est un parcours d'équilibriste. J'étais toute seule dans mon parcours de recherche au départ. Aujourd'hui, ce que je vous ai présenté est dans la collaboration avec les pairs, on est dans un exercice de trapéziste. Donc c'est encore plus vertigineux. Il y a des prises de risques majeures. Heureusement, on a des filets, mais enfin, il y a quand même des chutes. Aussi, l'autre chose qu'on voulait dire, c'est que c'est important d'être en phase, donc de conjuguer nos efforts, nos apprentissages communs, et ça marche parce qu'on a des buts communs et partagés pour une meilleure qualité et sécurité des soins. Et puis dernièrement, on est intervenu avec Tania dans un terrain d'addictologie autour du rétablissement et où une équipe nous a donné cette phrase. Elle nous a tellement parlé qu'on s'est dit qu'on allait conclure cette intervention là-dessus. Le Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est l'impression que c'est comme ça qu'en fait, nous arrivons à continuer dans la recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal, parce que c'est très clair et ça pose parfaitement, je pense, les problématiques de ces 2 jours. Question ? Tout le monde attend le café peut-être. Oui, et puis après il y aura le café bien sûr. Donc à chaque fois vous présentez, comme ça permet de situer un petit peu les choses. Bonjour, Marie-Claude Jacques, professeure-chercheur en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke au Québec. Vous avez amené beaucoup de belles choses importantes, toutes sortes d'enjeux qu'on voit dans ce type de projet-là. Puis celui qui a attiré mon attention, c'est quand vous disiez que on n'accordait pas de crédit là, quand vous co-présentiez avec la personne père praticienne, puis que même la regarde pas, ils ont tendance à vous regarder vous. Je voulais savoir quelles sont vos stratégies dans le feu de l'action là, pour gérer ces choses-là. Comment vous faites? Alors, au début, on a dû gérer dans le feu de l'action. C'est à chaque fois, moi, en fait, par rapport quand il y a une question, je regarde Tania, je lui dis qu'est-ce que t'en penses. Enfin, vraiment, j'essaie de l'intégrer sans arrêt. Et puis, je renforce ce qu'elle dit. Quand il y a une autre question, je dis comme l'a dit Tania avant. Enfin, et vraiment, on est tout le temps 2 en fait, vraiment physiquement aussi. On se répartit les diacres de présentation, nos interventions, etc. Mais avec le temps, on a appris à anticiper. C'est-à-dire qu'on briefe beaucoup avant. On essaie de récolter un maximum d'informations sur les équipes qu'on va rencontrer, les usagers, etc., pour se dire, OK, c'est quoi qui pourrait arriver comme ça, comme question, etc. Et puis, on débriefe après. Et je pense qu'on est devenu meilleur, mais on n'est jamais à l'abri. En fait, j'ai un autre exemple. Alors, ça n'est pas ces 2 pairs-là. Au départ, j'avais aussi travaillé avec un autre père praticien, Gilles, qui a aussi écrit son témoignage de rétablissement il y a quelques années dans Santé mentale. On avait rencontré une direction et il y avait des cadres soignants, mais principalement médecins, qui disaient mais si un patient doit être hospitalisé sous contrainte, il le sera. Puis moi, des fois, je les laisse exprès jusque-là pour qu'ils comprennent enfin qu'ils sont malades et qu'ils ont besoin d'un traitement. Et ce qui est clair, c'est que c'est moi qui vais savoir quel est le traitement dont il a besoin. Donc, ce que vous dites, mais ça, je vous dis pas comme il a fallu récupérer derrière. Hein. Le père, l'équipe, donc c'est vraiment... Alors, ça a évolué plutôt positivement, mais on n'est pas à l'abri de ça. Encore dernièrement, on nous a demandé d'intervenir dans la formation des médecins, donc ça c'est super. Alors c'est 1 demi-heure, c'est déjà quelque chose. Et dans le comité d'organisation de formation des médecins, il y avait un médecin qui était totalement contre et qui refusait en fait d'entrer là-dedans. Donc c'était très compliqué. Heureusement qu'il y a un comité d'organisation qui était porteur et voilà. Et puis à un moment donné, il voulait qu'on intervienne les 3, mais pour 1 demi-heure, j'ai dit non, moi je vais pas venir en fait. Parce que c'est le rôle des pairs, et puis c'est eux qui doivent s'exprimer. Et puis alors l'inquiétude du comité, c'était mais est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Est-ce qu'ils vont être entendus? Je dis mais vous rigolez. Enfin, c'est les mieux placés pour ça. Et puis on a balisé le truc en venant avec des résultats scientifiques, pour que ça parle au public d'en face. Donc on anticipe aussi cette question-là dans la manière d'aborder, de présenter. Mais c'est du jonglage quotidien. Merci beaucoup.
question par là. Bonjour, moi c'est Julie, je suis aussi du Québec comme personne concernée, collaboratrice de recherche et tout ça. Je pense que c'est en lien un petit peu avec la réponse que vous venez de donner. Je pense que c'est important que les gens comprennent, moi j'appelle ça les cicatrices là, moi j'appelle ça les cicatrices de la stigmatisation, mais l'effet que ça a sur les personnes, tu sais, il dit, êtes-vous prêts? Est-ce que les gens sont, est-ce qu'on est à la hauteur? Est-ce qu'on est capable de le faire? Tout ça. Moi, j'ai le goût de renvoyer de l'autre côté. Êtes-vous à la hauteur d'entendre ce qu'on a à dire? Êtes-vous capable d'entendre ce qu'on a à dire? Êtes-vous prêt à changer vos façons de faire les choses? Êtes-vous prêt à nous entendre vraiment? Fait que je pense qu'il y a aussi des deux côtés, là, des fois qu'il faut être capable de se remettre en question aussi. Voilà. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ça m'arrive régulièrement de rencontrer quelques cadres qu'on va rencontrer dans la réunion en avant pour préparer le terrain parce que voilà, c'est essentiel, je pense aussi. Merci. Merci beaucoup pour ce renversement qui est fondamental. Une question encore dans le fond. Merci beaucoup. Julien Biodet, je suis coordinateur d'une nouvelle fédération de recherche en santé mentale ici, région Auvergne-Rhône-Alpes. Mon intervention va exactement dans le même sens. Vous avez beaucoup évoqué cette difficulté de légitimité précisément sous cette notion de légitimité. Et donc ma question / remarque, c'est de savoir pourquoi ne pas utiliser finalement le concept d'injustice épistémique qui, je trouve, rend mieux compte de ces rapports de domination qui permet presque de politiser au sens noble du terme le problème. Oui, alors tout à fait. C'est vrai qu'on s'appuie là-dessus. Après, ça reste pas tout simple de. Enfin, il y a la théorie, puis il y a comment on fait ça en pratique, disons. Autre question, on a encore un petit peu de temps ou pas? Non, alors, moi, je l'ai en face. Yvonne, c'est non comme ça. Bon, là, on peut vraiment aller prendre un café, Yvonne. Alors là, c'est oui, avec le sourire. Donc, merci beaucoup et on se retrouve au café.